mon propre mari, et ma mère ont conspiré pour faire de moi une marchandise. Ils n'ont jamais imaginé que moi, une simple fille de petite ville, serais responsable de leur chute. Bonjour, mes chers amis, je suis Mamie André, parlant avec mes 67 ans bien vécus, directement depuis ma véranda à Laval, Mayenne. Le ciel est couvert aujourd'hui, mais mon cœur est léger, car je peux partager avec vous une histoire, enfouie profondément dans mon âme pendant plus de 4 décennies. Une histoire de trahison, et de douleur, mais aussi de dépassement. Avant de commencer ce voyage difficile, je voudrais demander une petite faveur du cœur. Abonnez-vous à ma chaîne, donnez un pouce en l'air à cette vidéo, ça ne coûte rien, et dites-moi dans les commentaires de quelle partie de ce beau pays vous regardez. Cela aide Mamie à continuer de raconter ses histoires, et peut être à aider d'autres, qui traversent des moments difficiles, comme moi autrefois. Remontons à 1973, quand j'avais juste 20 ans. Laval était déjà une grande ville, mais le quartier Saint-Venant, où je vivais, avait encore une ambiance de petite ville. Tout le monde se connaissait, les enfants jouaient dans les rues, et les ragots se répandaient plus vite que l'eau de pluie sur une colline. À cette époque, je vivais avec mes parents dans une maison simple, mais chaleureuse. Mon père, Antoine Dubois, était un homme travailleur, chauffeur de bus respecté par tous dans le quartier. Ma mère, Irène Marchal, était couturière, fabriquant des vêtements sur mesure pour les dames aisées de la ville. Nous avions une vie modeste, mais nous ne manquions de rien, surtout pas d'amour et de respect. Mon père était mon héros, mon refuge sûr. Quand j'étais petite, il me portait sur ses épaules au marché du dimanche, m'achetait des bonbons à l'insu de ma mère, m'apprenait à faire du vélo. Quand je devenais jeune fille, c'était lui qui effrayait les garçons audacieux, qui me donnait des conseils sur la vie, qui séchait mes larmes quand une amitié me décevait. Petit André, disait-il toujours, avec cet accent lourd des parents immigrés italiens, dans la vie, tu rencontres beaucoup de mauvaises personnes déguisées en bonnes. Fais confiance à ton instinct, il ne te trompe jamais. Si j'avais suivi ce conseil jusqu'au bout, peut-être que mon histoire aurait été différente. Mais la vie a ses plans, n'est-ce pas? Tout commençait à changer à l'hiver 1972, c'était un décembre particulièrement froid, le genre qui fait mal aux os. Mon père commençait à se plaindre de douleurs dans le dos, d'une fatigue qui ne partait pas. Au début, nous pensions tous que c'était juste le poids des années de travail dur. Conduire un bus sur ces routes pleines de nids de poules n'était pas facile. C'est juste de la fatigue, ma fille, ça passera bientôt, disait-il, essayant de ne pas m'inquiéter, mais ça ne passait pas. La douleur augmentait, il perdait du poids, commençait à avoir des difficultés à uriner. Après beaucoup d'insistance de ma part, et de ma mère, il allait enfin chez le médecin. Je me souviens de ce jour comme si c'était aujourd'hui. Le bureau froid, l'odeur d'alcool, le médecin avec des lunettes épaisses, et un visage sérieux. Monsieur Antoine, vous avez une tumeur à la prostate, nous devons faire plus d'examens, mais d'après ce que je vois, elle est déjà assez avancée. C'était comme si le monde s'était effondré sur nous. Le cancer, à cette époque, était presque une condamnation à mort, surtout pour quelqu'un qui n'avait pas d'argent pour des traitements coûteux. Mon père, toujours si fort, si plein de vie, faisait maintenant face à un ennemi invisible, qui le consumait de l'intérieur. Les mois suivants étaient un cauchemar. Hôpitaux, examens, médicaments, qui coûtaient une fortune. Ma mère travaillait à double, sur sa machine à coudre, et j'abandonnais mon cours de formation d'enseignante pour travailler comme caissière dans une boulangerie. Nous faisions tout ce que nous pouvions pour obtenir de l'argent pour le traitement, mais le cancer était plus fort. En moins de 6 mois, mon père ne pouvait plus sortir du lit. Cet homme fort, qui portait des sacs de cime sur son dos sans se plaindre, pesait maintenant moins qu'un enfant. La morphine ne soulageait plus la douleur. Et ses yeux, autrefois si vivants, semblaient maintenant distants, comme s'il voyait déjà un autre monde. Par une nuit pluvieuse de janvier 1973, il m'appelait à son chevet. Il serrait ma main avec une force que je ne savais pas qu'il avait encore. Petit André, disait-il, sa voix presque un murmure. Prends soin de ta mère, elle est forte à l'extérieur, mais faible à l'intérieur. Et prends soin de toi aussi. Ne laisse jamais personne te diminuer. Yamais. C'étaient ses derniers mots pour moi. À l'aube, alors que la pluie battait le toit, mon père quittait ce monde. Il n'avait que 46 ans. Les funérailles étaient simples,
mais le cimetière était plein. On dirait que la moitié du quartier était là, rendant un dernier hommage à Monsieur Antoine, le chauffeur de bus, conducteur, collègues, voisins, tous avec des histoires sur comment mon père les avait aidés à un moment donné, comment il avait été gentil, honnête, travailleur. Je restais là sous la pluie légère, incapable de pleurer. C'était comme si une partie de moi avait été enterrée avec lui. La douleur était si grande que je ne pouvais même pas l'exprimer. Les jours qui suivaient étaient brumeux. Je me traînais à la boulangerie, servais les clients comme un robot, rentrais à la maison et trouvais ma mère assise dans le fauteuil de mon père, fixant le vide. La maison, autrefois si pleine de vie et de rires, semblait maintenant un mausolée. Ma mère changeait après la mort de mon père. Ce n'était pas tout d'un coup, c'était graduel, presque imperceptible au début. Elle, qui avait toujours été une femme forte, décisive, commençait à s'appuyer sur moi pour tout. Toute décision, toute facture à payer, tout problème avec la maison, tout tombait sur mes épaules de 20 ans. Tu es comme ton père, disait-elle, forte, décisive, je ne sais pas vivre sans lui. Oh! Au début, j'acceptais ce rôle. Après tout, j'avais promis à mon père de prendre soin d'elle. Mais je réalisais bientôt que quelque chose n'allait pas. Elle commençait à sortir davantage, rentrait tard, parfois sentant l'alcool. Elle dépensait l'argent que nous n'avions pas, en nouveaux vêtements, en parfums coûteux. Quand je la questionnais, elle pleurait, disait qu'elle avait besoin de se sentir vivante à nouveau. Tu ne comprends pas, André, j'ai perdu l'amour de ma vie. J'ai besoin de me distraire, ou je vais devenir folle. C'était pendant cette période troublée que je rencontrai Alain. Il apparaissait à la boulangerie un matin d'avril, demandant 1 kilo de pain au levain et 2 beignets fourrés à la crème. Grand, cheveux bruns, yeux verts, qui contrastaient avec sa peau bronzée, et un sourire qui illuminait la pièce. Il s'habillait bien, pantalon de costume, chemise boutonnée, chaussures cirées, ce qui le faisait déjà sortir du lot dans notre quartier simple. Vous avez le plus beau sourire que j'ai jamais vu, disait-il, pendant que j'emballais le pain. Je rougissais immédiatement, gêné par le compliment. Je n'étais pas habitué à recevoir des avances, surtout de la part d'hommes si élégants. Merci, murmurai-je, embarrassé. Je m'appelle Allen. Je suis avocat. Je viens d'ouvrir un bureau à proximité. Je deviendrai client régulier. Si le pain est aussi bon que le service. Monsieur, il revenait le lendemain, et le surlendemain, et encore après, toujours pendant mon service, toujours avec un compliment discret, toujours achetant quelque chose en plus. Bientôt, il apportait des fleurs pour rendre l'environnement plus joli, disait-il. Mais tout le monde à la boulangerie savait qu'elles étaient pour moi. Un vendredi, après presque 2 semaines de cette routine, il rassemblait enfin son courage. André, aimeriez-vous m'accompagner au cinéma demain? Il passe ce nouveau film de Jean-Paul Belmondo. J'hésitais. Je n'étais pas sorti avec quelqu'un depuis la mort de mon père. Je n'avais ni l'envie, ni le temps, ni la tête pour ça. Mais il y avait quelque chose chez Alain. Peut être la douceur, peut être la manière respectueuse, peut être simplement le fait qu'il était une distraction bienvenue, qui me faisait accepter. Peut être, répondais-je. Mais je dois être rentré tôt. Ma mère. Bien sûr, interrompait-il. Soyent. Je suis un gentleman. André, ce sera juste un film, et peut être une collation après. Je promets que vous serez à la maison saine, et sauf avant 22 heures. Wodina. Et ainsi, ça commence. Notre premier rendez-vous était exactement comme il l'avait promis. Un film, une collation au café du coin. Et avant 22 heures. J'étais à la maison. Il n'essayait même pas de m'embrasser. Juste un baiser doux sur la main en disant au revoir. C'était une soirée merveilleuse, disait-il. J'espère que nous pourrons recommencer. Ma mère était surprise quand je lui disais que j'étais sorti avec quelqu'un, un avocat, et que veut un avocat avec une fille simple comme toi. Ces mots me blessaient, mais pas assez pour m'empêcher de continuer à voir Alain. Les week-ends suivants, nous sortions plus de fois. Cinéma, parc, promenade au bord de la rivière Mayenne. Il était toujours gentil, attentif, intéressé par ce que j'avais à dire. Il me faisait me sentir spécial, importante. À notre 5e rendez-vous, il m'embrassait pour la première fois. C'était doux, respectueux, sans pression.
Quand nous nous séparions, ses yeux verts brillaient d'une intensité qui me laissait sans souffle. Je pensais que je tombe amoureux de toi. André, confessait-il, j'étais amoureuse depuis longtemps. Comment ne pas l'être? Alain était tout ce dont une fille rêvait. Beau, éduqué, travailleur, avec un avenir prometteur. Et, surtout, il me traitait comme une reine. Notre relation devenait officielle quand il venait dîner à la maison et demandait la permission à ma mère. À ma surprise, elle était toute apprêtée, parfumée, souriant, très différente de la femme déprimée que je voyais tous les jours. Bien sûr, que vous pouvez sortir ensemble, disait-elle, servant une autre tranche de viande à Alain. Ma fille mérite un bonhomme. L'approbation de ma mère était la cerise sur le gâteau. Enfin, quelque chose de bien se passait dans ma vie après tant de souffrances. Alain semblait être la réponse à mes prières, le rayon de soleil après la tempête. Tu es mon ange. André, disait-il souvent, tu es apparu dans ma vie, quand je m'y attendais le moins, et en avais le plus besoin. Dans les mois qui suivaient, notre romance s'épanouissait. Alain venait me chercher à la boulangerie, m'emmenait dans des endroits de Laval que je n'avais jamais vus. Il me présentait à ses amis avocats, m'emmenait dans des restaurants chics où je me sentais déplacé dans mes robes simples. Ne t'inquiète pas pour ça, disait-il, quand je mentionnais mon malaise. Bientôt, tu t'habitueras à cette vie. Après tout, ce sera la bien que nous aurons ensemble. Ah, la première fois que nous faisions l'amour était à mon 21e anniversaire. Il louait un chalet à Morlaix, me comblait de cadeaux, me faisait sentir comme la femme la plus spéciale du monde. Il était doux, patient avec mon inexpérience, soucieux de mon plaisir. Je t'aime, André, murmurait-il, et m'enlaçant après. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. 2 mois plus tard venait la demande en mariage. Ce n'était rien d'extravagant, juste nous deux, assis dans le parc, où nous avions l'habitude de nous promener. Il sortait une petite boîte de sa poche, se mettait à genoux, et posait la question, dont chaque fille rêve d'entendre. Veux-tu m'épouser, être ma femme, ma compagne, ma meilleure amie? J'acceptais immédiatement. Bien sûr, comment ne pas le faire? Alain était le prince charmant qui était apparu dans ma vie. Quand tout sembla perdu, il était doux, attentionné, couronné de succès. Il m'aimait, me respectait, voulait construire un avenir avec moi. Quand nous annoncions nos fiançailles à ma mère, sa réaction me surprenait. Au lieu de la joie que j'attendais, elle semblait préoccupée, hésitante. Ne penses-tu pas que vous allez trop vite? Demandait-elle, ses yeux fixés sur Alain. Vous vous connaissez depuis si peu de temps. Quand on est sûr, Madame Irène, on n'a pas besoin d'attendre, répondait-il avec assurance. J'aime votre fille, et veux la rendre heureuse. Ma mère finissait par céder. Bien sûr, comment pouvait-elle s'opposer à un gendre si parfait? Nous commencions à planifier un mariage simple pour la fin de l'année. C'est alors qu'Alain faisait la proposition, qui changerait nos vies pour toujours. André, je pensais, pourquoi ne vendez-vous pas, toi et ta mère, cette maison, et venez vivre avec moi? Mon appartement est grand, à 3 chambres, ta mère n'aurait pas besoin d'être seule, et nous économiserions sur son loyer. L'idée me surprenait. Tout vivre ensemble, même avant le mariage, ce n'était pas ce que j'avais imaginé pour le début de notre vie commune. Mais Alain avait des arguments convaincants. Pensez, mon amour, ta mère est seule, tu t'inquiètes pour elle. Enzi, tu peux prendre soin d'elle, et nous commençons déjà notre vie ensemble. C'est pratique et économique. Quand nous présentions l'idée à ma mère, elle hésitait à nouveau. Yen ça se passe. Ma fille, je ne veux pas gêner au début de votre vie commune. Pas du tout. Belle maman, intervenait Alain, avec son charme habituel. Vous ne gênerez jamais. Au contraire, vous nous aiderez. André est encore jeune, inexpérimentée. Elle aura besoin de vos conseils pour être une bonne maîtresse de maison. C'est ainsi que, 3 mois avant le mariage, nous vendions notre petite maison dans le quartier Saint-Venant et déménagions dans l'appartement d'Alain au centre-ville. Il était vraiment spacieux, bien meublé, avec une belle vue sur la ville. Je me sentais comme une princesse quittant le cottage pour le château. Les premières semaines étaient un rêve. Alain était le fiancé parfait, attentif, aimant, apportant toujours de petits cadeaux, me faisant me sentir aimé. Ma mère semblait aussi plus animée, excitée par les préparatifs du mariage, faisant des plans pour décorer sa nouvelle chambre.
j'aurais dû remarquer les premiers signes, les regards prolongés, qu'Alain lançait à ma mère, quand il pensait que je ne regardais pas, les conversations, qui s'arrêtaient brusquement. Quand j'entrais dans la pièce, la manière dont ma mère semblait de plus en plus apprêtée, plus parfumée, même sans sortir. Mais j'étais aveuglé par l'amour et la gratitude, aveuglé par la chance d'avoir une vie meilleure, que je n'avais jamais rêvé, aveuglé par la promesse de bonheur qu'Alain représentait, trop aveuglé pour voir que le prince charmant révélait, peu à peu, son vrai visage. Et ce visage était plus sombre que mes pires cauchemars ne pouvaient imaginer. Il ne fallait pas longtemps pour que le conte de fées commence à s'effacer, comme des vieux vêtements sur la corde à linge. C'était environ 2 semaines après le déménagement que je remarquais les premiers changements chez Alain, de petites choses au début, si subtiles, que je doutais de ceux que je voyais. La première chose que je trouvais étrange était qu'il commençait à rentrer plus tard du travail. Avant, quand nous sortions encore ensemble, il tenait à être à la maison à 18 heures précises. Maintenant, il arrivait rarement avant 20 ou 21 heures. Quand je le questionnais, il avait toujours la même excuse prête au bout de la langue. Le bureau est en plein essor. Chérie, beaucoup de nouveaux clients. C'est bon signe, ça signifie plus d'argent pour notre vie de mariés. Je le croyais, bien sûr. Pourquoi ne le ferais-je pas? Il était avocat. Les gens avaient besoin d'avocats tout le temps. Et d'ailleurs, Alain ne m'avait jamais donné de raison de me méfier de lui. La deuxième chose étrange était le changement dans notre intimité, auparavant si affectueuse, si présente. Maintenant, il avait toujours une excuse pour ne pas me toucher. Je suis fatigué. Je dois me lever tôt demain. J'ai mal à la tête. Des justifications qui sonnaient vides, mais que j'avalais avec un sourire forcé, disant que je comprenais. C'est normal, mais consolacier, parlant seul dans le miroir de la salle de bain. Tous les couples passent par des phases comme celle-ci, mais le plus troublant était quand ils commençaient à dormir dans le salon. Ça commençait par une nuit, puis deux, bientôt ça devenait une routine. L'excuse était toujours la même. J'ai ronflé beaucoup. Chérie, tu as besoin de bien te reposer pour travailler à la boulangerie le matin. Dans le salon, je dors sur le canapé et ne dérange personne. Cela me dérangeait profondément. Quel fiancé dort séparément de sa fiancée à cause des ronflements? Mais j'avalais ça aussi, comme j'avais déjà avalé tant d'autres choses dans la vie. Après tout, il était si bon avec moi, si généreux en accueillant ma mère, si travailleur. Qui étais-je pour me plaindre de petits détails? Pendant ce temps, ma mère semblait s'épanouir dans cet appartement. Elle, qui, après la mort de mon père, était devenue une ombre triste, fredonnait maintenant dans la maison, faisait des coiffures élaborées, portait les plus beaux vêtements, qu'elle cousait. J'aurais dû être heureuse de ce changement, mais quelque chose dans tout cela me dérangeait, sans que je sache exactement quoi. Ta mère est tellement excitée par le mariage, commentait Alain un soir, pendant le dîner. Y pensais, qu'elle est heureuse de te voir bien parti. Cela avait du sens à l'époque. Quelle mère ne serait pas heureuse de voir sa fille sur le point d'épouser un bonhomme? J'ignorais cette petite voix au fond de ma tête, qui disait qu'il se passait autre chose juste sous mon nez. C'était un mercredi de septembre, à peine 2 mois avant notre mariage, que la première pièce du puzzle se mettait en place. J'avais quitté la boulangerie plus tôt, avec un mal de tête, et rentré à l'appartement sans prévenir personne. L'idée était de m'allonger un peu, de prendre un thé, et de me sentir mieux avant qu'Alain n'arrive du travail. Quand j'ouvrais la porte, j'entendais des rires venant de la cuisine, le rire de ma mère, plus jeune et léger, que je n'avais entendu depuis des années. Je m'approchais silencieusement, curieuse, quand j'entendais une voix masculine, que je reconnaissais immédiatement. Alain. Je me figeais dans le couloir, ne comprenant pas. Il était 14 heures. Que diable faisait Alain à la maison à 7 heures? Il devrait être au bureau, travaillant sur ses affaires. Qui le gardait occupé jusqu'à tard le soir? Elle ne soupçonne rien, entendais-je ma mère dire. Sa voix bassait, mais audible. André a toujours été trop naïve, comme son père, répondait Alain, et ils éclataient tous deux de rire. À ce moment, je sentais, comme si le sol s'ouvrait sous mes pieds. Je reculais silencieusement vers la porte, et sortais sans être remarqué, mon cœur battant si fort, que je pensais m'évanouir là dans le couloir. Je marchais sans but dans les rues de Laval, essayant de traiter ceux que je venais de découvrir. Alain mentait sur le fait de travailler tard. Loïc,
et ma mère avait des conversations dans mon dos, riant de moi, m'appelant naïve, et pire, comparant cela à mon père, comme si c'était quelque chose de mauvais, digne de moquerie. Je rentrais à la maison des heures plus tard, quand il faisait déjà nuit. Je les trouvais tous deux dans le salon, regardant la télévision, comme si rien ne s'était passé. « Où étais-tu » demandait Alain, semblant préoccupé. J'ai appelé la boulangerie, et ils ont dit que tu étais parti tôt. Je suis allé me promener, répondais-je sèchement. J'avais besoin de m'éclaircir la tête. Oh, cette nuit-là, allongée seule dans le lit, que je devrais partager avec mon futur mari, je pleurais silencieusement jusqu'à ce que je m'endorme. Je ne savais pas encore exactement ce qui se passait, mais mon cœur savait déjà que c'était quelque chose de terrible. Dans les jours qui suivaient, je commençais à faire plus attention. Les regards complices entre eux, la manière dont ils semblaient toujours chuchoter quand je n'étais pas là, les excuses de plus en plus fréquentes d'Alain pour ne pas passer de temps avec moi. Je dois régler quelques détails pour le mariage, disait-il, quittant la maison les week-ends. Je vais slider, ajoutait ma mère, prenant son sac, et le suivant, il rentrait des heures plus tard, toujours avec des histoires vagues sur avoir visité des lieux, goûté des gâteaux, choisi des invitations, mais il n'apportait jamais d'échantillons, ne demandait jamais mon avis. C'était comme si le mariage se passait entre eux, pas entre moi et Alain. En lavant la vaisselle du dîner, j'entendais un bruit étrange, venant de la chambre de ma mère. Silencieusement, je m'approchais de la porte entr'ouverte, et voyais quelque chose que je ne pourrais jamais effacer de ma mémoire. Alain, mon fiancé, mon futur mari, dans les bras de ma propre mère. Je ne criais pas, ne faisais pas de scène. Un calme étrange s'emparait de moi, alors que je retournais à la cuisine, et finissais de laver la vaisselle, comme si rien ne s'était passé. C'était comme si une partie de moi savait déjà, s'y attendait, comme un diagnostic terminal, qui ne fait que confirmer ce que le patient ressentait déjà dans son corps. Le lendemain, j'emballais mes affaires dans une petite valise, prête à quitter cet appartement, et à ne jamais regarder en arrière. Mais en partant, Alain m'interceptait à la porte. « Où penses-tu aller » demandait-il, bloquant mon passage. « Loin. C'est fini. » « Alain, je vous ai vu hier soir. » Je m'attendais à un déni. Peut être de la colère, ou de la honte. C'est que je n'attendais pas, était le sourire cynique qui se formait sur son visage. « Et alors, que vas-tu faire ?»« Où iras-tu ?»« Tu n'as plus de maison. Tu n'as pas d'argent. Tu n'as rien, ni personne. » Et ces mots me frappaient comme une gifle. Il avait raison, nous avions vendu notre maison. L'argent de la vente était allé dans un compte joint, qu'il contrôlait, soi-disant pour les dépenses du mariage. Je travaillais dans une boulangerie, gagnant une misère. Je n'avais nulle part où aller, aucun moyen de recommencer. « Restez, » disait-il, dans un ton presque conciliant. Le mariage tient toujours. Nous avons besoin les uns des autres. André, que veux-tu dire, après ce que tu as fait avec ma mère ? Il riait, un rire froid, qui me glaçait la colonne vertébrale. Ta mère et moi avons un arrangement. Elle a ses besoins, Shailes miens, mais j'ai besoin d'une épouse présentable, quelqu'un à emmener aux événements, pour donner de la respectabilité à mon nom. Tu es parfaite pour ça. J'étais paralysé, incapable de traiter ce que j'entendais. Alain continuait, s'approchant comme un serpent prêt à frapper. Pensez, André, un toit au-dessus de ta tête, de la nourriture sur la table, de jolis vêtements, une vie confortable. Tout ce que tu as à faire est de rester silencieuse, et de jouer le rôle de l'épouse dévouée en public. Et en privé, devrais-je prétendre que je ne sais pas que tu couches avec ma mère. En privé, chacun va de son côté. Chai les miennes, tu peux avoir le tien. Tant que tu es discrète, beaucoup de mariages fonctionnent ainsi. Yamosa, ce n'était pas un mariage, c'était un accord commercial, une transaction, où je vendrais ma dignité en échange d'un confort matériel, mais j'étais acculé, sans options, sans issue. J'ai besoin de réfléchir. Parvenais-je enfin à dire. Réfléchis, répondait-il, s'éloignant de la porte, mais ne prends pas trop de temps. L'offre a une date d'expiration. Cette nuit-là, je m'enfermais dans ma chambre, et pleurais jusqu'à ce que je n'ai plus de larmes. Je pleurais pour l'amour que je pensais avoir trouvé, pour la double trahison que j'avais subie, pour le souvenir de mon père, qui semblait de plus en plus lointain,
Et je pleurais. Surtout, pour moi-même, pour la fille naïve, qui croyait en un conte de fées, et finissait dans une histoire d'horreur. Le lendemain matin, Alain partait tôt pour le travail, ou du moins, c'est qu'il disait, ma mère, qui évitait normalement d'être seule avec moi depuis que j'avais emménagé dans l'appartement, frappait à la porte de ma chambre. Pouvons-nous parler demandait-elle, sa voix si différente de la mère aimante que je connaissais dans l'enfance. Je la laissai entrer, plus par curiosité que par désir de réconciliation. Elle s'asseyait sur le bord du lit, ses mains agitées sur ses genoux, évitant mon regard. Alain m'a dit, que tu sais, commençait-elle, que vous couchez ensemble dans mon dos. Oui, je sais. Elle ne niait pas, ne s'excusait pas, elle hochait simplement la tête, comme si elle confirmait un fait trivial, comme le temps nuageux dehors. Il t'a proposé un arrangement. Oui, un arrangement dégoûtant, où je prétends être sa femme, pendant que vous continuez à faire ce que vous faites. Ma mère levait enfin les yeux vers moi. Excès que je voyais dans ceci me faisait peur. Il n'y avait ni culpabilité, ni remords. Il n'y avait qu'une détermination froide, calculatrice. Acceptez-les, André, c'est le mieux pour nous tous. Le mieux? Comment vivre un mensonge peut-il être le mieux? Tu penses que ton père et moi vivions la grande histoire d'amour. Tu penses que ce chauffeur de bus en sueur était l'homme de mes rêves. Ces mots me frappaient comme des coups de poignard. J'avais toujours cru que mes parents avaient un mariage heureux, basé sur l'amour et le respect mutuel. Entendre ma mère parler ainsi de mon père, surtout après qu'il était mort d'une manière si douloureuse, était insupportable. Ne parle pas de lui comme ça. Il t'aimait, il a pris soin de toi jusqu'à la fin. C'était un bonhomme. Elle l'admettait, avec un haussement d'épaule. Mais je méritais plus, toujours méritais plus. Alain peut nous donner ça. André, une vie que nous n'avons jamais eue, jamais n'aurions autrement, au prix de ma dignité, de la mémoire de mon père. La dignité ne paie pas les factures. Ma fille, ton père est mort, et nous a laissés sans rien. Il faut être pratique. À ce moment, regardant cette femme, que je reconnaissais à peine, je comprenais que j'avais perdu non seulement mon père l'année précédente, mais aussi ma mère. La femme devant moi était une étrangère, quelqu'un pour qui des valeurs comme la loyauté, l'honneur et l'amour familial ne signifiaient rien face à la perspective d'un confort matériel. Je ne ferai pas ça, disais-je enfin, ma voix plus ferme que je ne le sentais. Je ne vivrai pas cette farce. Alors, où iras-tu? Que feras-tu? Penses-tu qu'avec ton salaire de boulangerie, tu peux louer un endroit pour vivre dans cette ville? Elle avait raison. Et nous le savions toutes deux. J'étais acculé, sans issue. J'ai une semaine pour décider, répondais-je, plus pour gagner du temps que parce que je considérais vraiment la proposition. Ma mère hochait la tête, apparemment satisfaite de la réponse. Avant de quitter la pièce, elle se tournait une dernière fois. Pense avec ta tête, pas avec ton cœur. Le cœur ne sert qu'à nous faire souffrir. Quand la porte se fermait, je ressentais une solitude si profonde qu'elle faisait mal physiquement. En moins de 2 ans, j'avais perdu mon père à cause du cancer, mon fiancé à cause de la trahison, et maintenant ma mère à cause d'une avidité que je ne pouvais pas comprendre. J'étais complètement seul dans un monde qui semblait déterminé à me détruire, mais quelque chose dans ces mots, quelque chose dans la froideur avec laquelle elle parlait de mon père, allumait une flamme en moi, une flamme de colère, d'indignation, de refus d'accepter cette situation comme mon destin final. Je n'abandonnerai pas. Papa, murmurai-je dans le vide de la pièce, je ne les laisserai pas gagner. Cet après-midi-là, je faisais semblant d'accepter l'arrangement proposé par Alain. Je souriais, disais qu'il avait raison, que c'était le mieux pour tout le monde. Je voyais le soulagement dans ses yeux, la fierté de penser qu'il m'avait plié. Bainque, tu ne le regretteras pas, disait-il, me donnant un baiser sur le front, comme quelqu'un récompensant un chien obéissant. Nous allons avoir une belle vie ensemble, à notre manière. Oui, répondais-je, souriant, alors qu'à l'intérieur, mon sang bouillait, à notre manière. Anine, ce qu'Alain ne savait pas, ce que ma mère n'imaginait pas, c'était que cette fille naïve, cette petite André, qu'il jugeait si facile à manipuler, était morte avec les dernières illusions sur l'amour que je pensais avoir trouvées. À sa place, naissait une femme, déterminée non seulement à survivre,
mais à renverser la situation contre ceux qui avaient essayé de la détruire. J'avais besoin d'un plan. J'avais besoin d'être intelligent, patiente, calculatrice. Tous ceux que je n'étais jamais. Tous ceux qu'ils n'attendraient pas de moi. Et surtout, j'avais besoin de preuves concrètes de ce qui se passait dans cet appartement. Quelque chose qui me donnerait du pouvoir de négociation. Quand le moment viendrait d'agir, pendant les semaines suivantes, je maintenais le rôle de la fiancée conforme. Je souriais au bon moment. Ne questionnais pas les sorties d'Alain. Faisais semblant de ne pas remarquer quand Louis et ma mère disparaissaient ensemble pendant des heures. Je continuais à travailler à la boulangerie, économisant chaque sou que je pouvais cacher, me préparant pour le moment où j'aurais besoin de fuir. Ce que je ne savais pas, c'était que le destin avait des plans encore plus sombres pour moi. Des plans qui transformeraient ma vie en un cauchemar bien pire que je ne pouvais imaginer, mais qui me donneraient aussi, ironiquement, les armes dont j'avais besoin pour ma revanche. Octobre 1973 arrivait avec un froid hors saison à Laval. Les nuits devenaient plus longues, et je devenais plus angoissée chaque jour dans cet appartement, qui était devenu ma prison. Le mariage était prévu pour décembre, à moins de 2 mois, et je n'avais toujours pas trouvé d'issue à cette situation. Chaque sou que je parvenais à cacher de mon salaire de boulangerie allait dans le fonds d'évasion que j'avais créé, gardé dans une boîte à biscuits au fond du placard, mais l'argent s'accumulait lentement, insuffisant pour me donner la liberté que je désirais tant. Alain et ma mère devenaient de plus en plus effrontés. Ils ne se souciaient plus autant de cacher leur liaison. Sachant que j'avais accepté l'arrangement, ils échangeaient des caresses devant moi, chuchotaient dans les coins, riaient de blagues privées pendant le dîner. Chaque moment était une petite torture. Un coup de poignard dans mon cœur, déjà si blessé. À cette époque, je travaillais de 5 heures du matin à 13 heures à la boulangerie. J'arrivais à la maison épuisé, mais devais encore faire les tâches ménagères. Cuisiner, nettoyer, laver le linge. Ma mère, qui avait autrefois été une maîtresse de maison exemplaire, ne levait presque plus un doigt pour aider. Elle passait ses journées à se faire belle, à sortir faire des courses avec l'argent d'Alain, vivant la vie de luxe, dont elle avait toujours rêvé. Tu devrais être reconnaissante, me disait-elle une fois, voyant mon visage fatigué, alors que je préparais le dîner après une journée complète à la boulangerie. Alain nous donne une vie que ton père n'aurait jamais pu donner. Je mordais ma langue pour ne pas répondre, pour ne pas dire ce que je pensais vraiment d'elle. Chaque insulte à la mémoire de mon père était un coup, mais j'avalais la douleur, me concentrant sur mon plan d'évasion. Un vendredi de fin octobre, Alain rentrait plus tôt que d'habitude. Il était agité, ses yeux brillants de cette manière, que je connaissais bien, l'éclat qui apparaissait quand il avait un plan en tête. Nous devons parler, annonçait-il pendant le dîner. J'ai une proposition importante à faire. Ma mère souriait, comme si elle savait déjà de quoi il s'agissait. Je gardais mon visage neutre, bien qu'une alarme sonna dans ma tête. Le bureau ne va pas aussi bien que je l'espérais, commençait-il, me surprenant. C'était la première fois qu'il admettait une difficulté. J'ai besoin d'argent pour investir, pour agrandir l'entreprise. Mais les banques ont des taux d'intérêt très élevés. Et que pouvons-nous faire ? Demandai-je, réellement curieuse. Il échangeait un regard avec ma mère avant de continuer. Y'a un ami qui paie très bien pour certains types de films. Des films. Quel genre de films ? Intervenait ma mère, sa voix étrangement animée. Des films familiaux. Ma fille, des films de maison. J'étais confuse un instant. Des films familiaux. Pourquoi quelqu'un paierait pour ça ? Je ne comprends pas. Alain s'éclaircissait la gorge, visiblement mal à l'aise. Ce sont des films pour adultes. André, des films qui montrent des intimités. Le sang se glaçait dans mes veines quand je comprenais enfin ce qu'il proposait. Tu veux faire un film pornographique avec moi ? Il riait, un rire nerveux qui n'atteignait pas ses yeux. Pas exactement. Mon ami paie particulièrement bien pour des films plus inhabituels. Des films qui montrent des relations entre femmes de la même famille. Un silence lourd tombait sur la table, alors que les implications de ces mots pénétraient mon esprit. Il voulait me filmer avec ma mère. C'était dégoûtant. Impensable. Criminal. Es-tu devenu fou ? Murmurai-je, ma voix tremblant de colère et de dégoût. C'est juste un film, répondait-il, sa voix soudain dure. Et il paie très bien.
Assez pour résoudre tous nos problèmes financiers. Je ne le ferai pas. Yames. Je me levai de la table, prête à courir dans ma chambre. Mais Alain saisissait mon poignet avec une force surprenante. Asiedzotoi, ordonnait-il, ses yeux verts maintenant froids comme la glace. Nous n'avons pas fini de parler. Honey. Je regardais ma mère, espérant qu'elle me défende, qu'elle montre une trace de la femme qui m'avait élevé avec amour et protection. Au lieu de cela, elle détournait simplement le regard, jouant avec la nourriture dans son assiette. Tu n'as pas le choix. André, continuait Alain, tenant toujours mon poignet fort. La maison, Utuas Grandi, a été vendue. L'argent est avec moi. Tu n'as nulle part où aller. Aucun moyen de te soutenir seul. Soit tu fais ce que je demande, soit tu vas dans la rue. Je préfère la rue à cette dégradation. Cria Essien, essayant de me libérer. Il serrait plus fort, me faisant gémir de douleur. Ne sois pas dramatique. C'est juste un film. 1 heure au plus. Personne que tu connais ne le verra. Et après ça, nous aurons assez d'argent pour bien vivre, pour réaliser tous nos rêves. Quels Alan, tu disais que tu m'aimais, que tu voulais construire une famille avec moi. Quelque chose s'assombrissait dans son regard. Une ombre qui me faisait reculer instinctivement. L'amour est un luxe pour ceux qui n'ont pas de facture à payer. André, dans le monde réel, nous faisons ce qui doit être fait pour survivre. Ah, je parvenais enfin à me libérer et courais dans ma chambre, verrouillant la porte. Je m'appuyais contre elle, mon cœur battant si fort qu'il semblait sur le point de sortir de ma poitrine. Ils étaient devenus complètement fous. Ce qu'Alain proposait était criminel, immoral, répugnant, et ma propre mère semblait prête à participer. Je restais là pendant des heures, assise par terre, les dos contre la porte, pensant à toutes mes options. Je pouvais fuir cette nuit-là, avec le peu d'argent que j'avais rassemblé. Mais où irais-je? Comment survivrais-je? L'hiver approchait, les nuits devenaient plus froides, sans emploi garanti. Sans toi, je pourrais me retrouver dans une situation encore pire. Je pensais à aller à la police, dénoncer Alain pour ce qu'il proposait, mais ce serait ma parole contre la sienne. Un avocat respecté contre une simple caissière de boulangerie. Et ma mère, certainement, prendrait son parti. Qui me croirait? À un moment, dans les premières heures, épuisé par tant de pleurs et de pensées, je m'endormais là même sur le sol. Je me réveillais à des coups insistants à la porte. André, ouvre. Nous devons parler. C'était la voix de ma mère, pas celle d'Alain. J'hésitais, mais finissais par ouvrir la porte. Elle entrait rapidement, la refermant derrière elle. Tu dois le faire. Ma fille, disait-elle, sans préambule. Nous n'avons pas d'autre option. Il y a toujours une autre option. Maman, répondais-je, ma voix rauque de tant pleurer. Comment peux-tu même envisager une telle chose? Je suis ta fille, ton propre sang. Elle soupirait, s'asseyant sur le bord de mon lit. Tu ne comprends pas comment fonctionne le monde. André, tu penses que la vie est un conte de fées, que le bien gagne toujours, que l'amour résout tout. Ce n'est pas comme ça, ça n'a jamais été comme ça. Papa ne t'a pas appris ça. C'était un homme bon, honnête, et il est mort, nous laissant dans la misère. Rétorquait-elle, sa voix amère. L'honnêteté ne remplit pas l'estomac. Ma fille, Alain peut nous donner une vie dont nous n'avons jamais rêvé, au prix de ma dignité. De la tienne, que dirait papa, s'il voyait ça? Quelque chose brillait dans ses yeux. De la culpabilité, peut-être, mais disparaissait vite. Ton père est mort. Nous sommes viventes, et nous devons survivre. Elle se levait, lissant la nouvelle robe, qu'Alain avait certainement achetée. Réfléchis-y. L'alternative est la rue. Ah nien. Quand elle partait, je tombais à genoux sur le sol. Sanglotante. Comment en étais-je arrivé là? Comment ma vie s'était transformée en ce cauchemar en si peu de temps? Il y a un an, j'étais une fille aimée, avec une famille unie, rêvant de l'avenir. Maintenant j'étais piégée dans un appartement avec 2 personnes, qui prévoyaient de m'utiliser de la pire manière possible. Papa, murmurai-je dans le vide de la pièce. Aide-moi, donne-moi de la force, montre-moi un chemin. Mais aucune réponse ne venait. Juste le silence oppressant de ces murs, qui me semblait maintenant une prison. Cette nuit-là, pendant le dîner, Alain revenait sur le sujet, comme si nous discussions de quelque chose de parfaitement normal, comme la couleur des rideaux, ou le menu de la semaine. Alors, André, as-tu pensé à ma proposition?
Je gardais les yeux fixés sur mon assiette, incapable de le regarder. Je ne le ferai pas. Il soupirait, comme un père patient avec un enfant têtu. Sais-tu combien ils offrent? 50 francs. C'est une fortune. Nous pourrions rembourser toutes les dettes du bureau. Peut-être même acheter une maison plus grande. 50 francs. C'était vraiment beaucoup d'argent. Plus que je gagnerais en année à la boulangerie. Pendant un instant, je comprenais pourquoi ma mère était tentée. Mais le prix moral était trop élevé. Non, répétai-je, ma voix plus ferme, tu peux me jeter dehors, me laisser dans la rue, mais je ne le ferai pas. Le visage d'Alain se durcit, le masque de douceur tombant complètement. C'est dommage que tu penses ainsi. Vraiment dommage. Sans ton malarmé, il y avait une menace implicite là, dedans. Quelque chose que je ne pouvais pas déchiffrer sur le moment, mais qui faisait se dresser tous les poils de mon corps. Après le dîner, je m'enfermai à nouveau dans ma chambre, déterminé à ne pas sortir jusqu'au lendemain matin. Quand j'irai travailler, je commençais à 5 heures, quitterai la maison à 4h30. Quand les deux dormiraient encore, sur le chemin de la boulangerie, je penserai à un meilleur plan. Peut-être demander de l'aide à ma patronne, Madame Claire Lambert, qui avait toujours été gentille avec moi. À un moment, j'ai m'endormais. L'épuisement émotionnel, surmontant enfin mon angoisse. Je me réveillais en sursaut à cause d'un bruit. La pièce était sombre. Seule la faible lumière de la lampe de chevet éclairait les contours des meubles. Je m'asseyais sur le lit, désorienté, ne sachant pas ce qui m'avait réveillé. C'est alors que je remarquai une ombre bougeant près de la porte. Mon cœur s'emballait. Qui est là? Demandai-je, ma voix tremblante. C'est moi, ma fille. C'était ma mère. Mais sa voix était étrange. Brouillée, je pouvais discerner sa silhouette s'approchant du lit. L'odeur forte d'alcool atteignait mes narines avant même qu'elle s'asseye sur le bord du matelas. Maman, est-ce que tout va bien? Elle riait. Un rire que je ne reconnaissais pas. Amer, froid, presque cruel. Rien ne va bien. André, rien n'a jamais été bien. Aimai, sa main touchait mon visage. Un contact qui devrait être maternel, mais qui me causait un frisson d'appréhension. Tu ressembles tellement à ton père, continua-t-elle, sa voix de plus en plus brouillée. Les mêmes yeux, la même manière têtue. Maman, Astube, tu ferais mieux de retourner dans ta chambre. Et je ne finissais pas la phrase. Sa main, qui caressait avant mon visage, descendait sur mon cou, mes épaules, dans une caresse, qui n'avait rien de maternel. Je me figeais, incapable de traiter ce qui se passait. Maman, m'exclamai-je enfin, m'éloignant. Que fais-tu? C'est alors que je remarquai une autre présence dans la pièce, une silhouette masculine près de la porte. Observant, Alain, que se passe-t-il? Demandai-je, la panique grandissant dans ma voix. Le film, André, répondait-il calmement, puisque tu ne voulais pas coopérer volontairement. Ce sera par la force. Ce n'est qu'alors que je remarquai ce qu'il tenait dans ses mains, une caméra, une de ces vieilles caméras de film domestique lourdes. Un petit point rouge indiquait qu'elle enregistrait déjà. Non, criai-je, essayant de sortir du lit. Mais ma mère me tenait avec une force surprenante. Reste tranquille, murmurait-elle, son haleine chargée d'alcool me faisant détourner le visage. Ce sera plus facile, si tu ne résistes pas. Ce qui suivait était le pire cauchemar que quiconque puisse imaginer. Ma propre mère, la femme, qui devrait me protéger contre tout et tous, essayant de me forcer à participer à cette abomination. Pendant qu'Alain filmait, donnant des instructions comme un directeur macabre, je me battais avec toutes mes forces. Je criais jusqu'à ce que ma gorge brûle. Mais l'appartement était grand, les murs épais, les voisins éloignés. Personne ne viendrait à mon secours. À un moment, ma mère perdait patience avec ma résistance. La première gifle venait comme un choc, pas pour la douleur, mais pour la réalisation que cette femme, ma propre mère, était capable de m'agresser physiquement. Arrête ça, criai-je, des larmes coulant sur mon visage. Tu es ma mère, et tu es ingrate, répondait-elle, ses yeux vitreux par l'alcool, et quelque chose d'autre, que je ne pouvais pas identifier. Après tout ce que j'ai fait pour toi, la deuxième gifle était plus forte, me laissant étourdi. Profitant de mon moment de faiblesse, elle arrachait ma chemise de nuit avec violence, m'exposant à la caméra. Voilà, tenez, excellente. Entendais-je sa voix, distante,
comme dans un mauvais rêve. Continue comme ça. Oh. Ce qui suivait était une session de torture physique et psychologique. Ma mère, complètement hors d'elle, me frappait avec une ceinture qu'elle avait apportée. Chaque coup laissait des marques rouges sur ma peau. Mais la douleur physique était presque un soulagement comparé à l'agonie émotionnelle d'être abusé par ma propre mère. Alain filmait tout, donnant occasionnellement des instructions, riant quand je criais de douleur, clairement excité par ma souffrance. À un moment, j'arrêtais de me battre, mon corps était épuisé, mon esprit commençant à se fermer comme mécanisme de défense. Quand cela finissait enfin, j'étais jeté sur le lit comme une poupée de chiffon, des marques rouges couvrant mon corps, du sang coulant d'une coupure sur ma lèvre, où la ceinture m'avait frappé. Ma mère, apparemment satisfaite de sa performance, sortait en titubant de la pièce, me laissant seul avec Alain. Il s'approchait du lit, la caméra toujours allumée, capturant ma dernière humiliation. Tu vois, disait-il, sa voix basse, presque douce, ça n'avait pas à être comme ça. Si tu avais coopéré, ça aurait été plus facile. Je ne répondais pas. Je n'avais ni force, ni volonté. Je voulais juste qu'il parte, me laisse seul avec ma douleur et ma honte. Ce film nous rapportera beaucoup d'argent, continuait-il, interprétant apparemment mon silence comme une acceptation. Mon ami a dit qu'il y a un marché spécifique pour ce type de contenu. Inceste, violence, il y a des gains, qui paient des fortunes. Le mot inceste pénétrait le brouillard de douleur qui enveloppait mon esprit. Était-ce cela qu'ils m'avaient fait? Était-ce cela qu'ils appelleraient l'abus que j'avais subi? Repose toi, disait-il, éteignant enfin la caméra. Demain, tu n'as pas besoin d'aller travailler. Des que tu es malade. Oh. Quand la porte se fermait derrière lui, je restais immobile sur le lit, regardant le plafond, les larmes séchant sur mon visage. Quelque chose s'était brisé en moi cette nuit-là. Pas seulement ma confiance en les gens, ma foi en l'amour familial. Quelque chose de plus profond, plus essentiel, mais en restant là, entendant les rires étouffés venant du salon, où ma mère et Alain célébraient probablement leur exploit macabre, une nouvelle émotion commençait à prendre la place de la douleur et de la honte. Une émotion que je n'avais jamais ressentie avec une telle intensité. La haine. Une haine pure, cristalline, qui éclaircissait mon esprit comme un éclair dans une nuit sombre. Il m'avait tout volé, ma dignité, mon innocence, ma confiance dans le monde. Mais je ne les laisserai pas voler mon avenir. Je ne les laisserai pas s'en tirer impunis après ceux qu'ils avaient fait, lentement, ignorant la douleur, qui parcourait chaque pouce de mon corps. Je me levais du lit, je me traînais jusqu'à la salle de bain dans ma chambre, où je prenais une douche chaude, laissant l'eau laver les marques physiques de cette nuit, sachant que les cicatrices émotionnelles resteraient pour toujours. Puis, allongé de nouveau dans le lit, je commençais à formuler un plan. Pas un plan d'évasion comme avant, un plan de revanche. Une revanche qui serait si complète, si dévastatrice, qu'Alain et ma mère regretteraient amèrement le jour où ils avaient décidé de faire de moi leur victime. Cette nuit d'octobre 1973 marquait la fin de la fille naïve que j'étais autrefois. À sa place naissait une femme, déterminée à chercher justice de ses propres mains, quel que soit le prix qu'elle devrait payer. Le soleil n'avait pas encore levé. Quand j'ouvrais les yeux le lendemain matin, tout mon corps faisait mal, chaque mouvement un rappel brutal de la nuit précédente. Je me levais lentement, essayant de ne pas faire de bruit. L'appartement était silencieux. Alain et ma mère dormaient probablement encore, épuisés après l'alcool et la violence qu'ils m'avaient infligée. Je prenais le petit miroir à main et examinais les dégâts. Ma lèvre était coupée et enflée. Des marques rouges, certaines déjà violettes, couvraient mes bras, mon dos et mes jambes. J'avais une coupure sur le sourcil, dont je ne me souvenais pas comment elle était arrivée. Mais le pire était les yeux. Mes yeux étaient différents, comme si quelque chose de fondamental y avait été altéré pour toujours. Aujourd'hui, ça s'est terminé, murmurai-je à mon reflet, d'une manière ou d'une autre. Je m'habillais soigneusement, mettant une blouse à manches longues pour cacher les marques sur mes bras. Dans la cuisine, je préparais le café, comme si c'était un jour normal, essayant de faire le moins de bruit possible. Pendant que l'eau bouillait, mon esprit travaillait sur le plan que j'avais élaboré pendant la nuit sans sommeil. Le premier pas était de trouver la caméra.
Alain l'avait certainement rangé quelque part, probablement sous clé, pour que je n'y ai pas accès. Mais il sous-estimait ma détermination. Je finissais de préparer le café, et retournais silencieusement dans le couloir. M'arrêtant devant la porte de la chambre, qu'il partageait, je pressais mon oreille contre le bois, et entendais un léger ronflement. Il dormait encore profondément. Le bureau d'Alain était au bout du couloir. Il le gardait toujours fermé à clé. Mais si à sa voice, où était gardée la clé de secours? Dans le pot de fleurs du salon, enfoui superficiellement dans la terre. Combien de fois l'avais-je vu la cacher là, pensante, que je ne remarquais pas. Avec mon cœur battant vite, je prenais la clé, et ouvrais la porte du bureau. La pièce était dans la pénombre, les rideaux fermés, bloquant la faible lumière de l'aube. Je fermais la porte derrière moi, et allumais la petite lampe sur le bureau. Où garderait-il la caméra? Mes yeux scannaient méthodiquement la pièce, l'étagère de livres de droit, le bureau plein de papiers, l'armoire à dossiers. Je décidai de commencer par l'endroit le plus évident, les tiroirs du bureau. Le premier ne contenait que des fournitures de bureau. Le second, divers documents. Le troisième était verrouillé. Bingo, pensais-je, sentant un frisson dans l'estomac. Je regardais autour de moi, cherchant quelque chose que je pourrais utiliser pour ouvrir le tiroir. Je trouvai un coupe-papier en métal sur la surface du bureau. Soigneusement, je l'insérai dans la serrure, et le manipulai jusqu'à ce que j'entende un léger clic. Le tiroir s'ouvrait, révélant son contenu. Là était la caméra, avec plusieurs bandes utilisées, étiquetées avec des dates, et des noms, que je préfère ne pas me rappeler. Apparemment, je n'étais pas leur première victime. Je prenais la caméra avec des mains tremblantes, vérifiant si elle avait encore la bande de la nuit précédente. Elle était là, la preuve de toute la brutalité que j'avais subie, enregistrée pour toujours sur film. Mais ce n'était pas seulement la caméra qui m'intéressait. Je continuais à fouiller le tiroir, et trouvais un dossier avec des documents. Quand je l'ouvrais, mon cœur s'arrêtait presque. C'étaient des papiers de la vente de notre maison, des reçus de dépôt, des relevés bancaires. Tout l'argent, qui était soi-disant économisé pour le mariage, avait été détourné vers un compte au seul nom d'Alain. Je prenais la caméra, et les documents les plus importants, les rangeant dans le sac que j'avais apporté avec moi. Je refermais le tiroir, et remettais le coupe-papier exactement là où il était. Je sortais du bureau, verrouillais la porte, et remettais la clé dans le pot de fleurs. Le deuxième pas de mon plan était plus risqué. Je devais quitter l'appartement sans être remarqué, et atteindre le commissariat le plus proche. Le problème était que je n'étais pas sûr de pouvoir revenir avant qu'il ne se réveille. S'il remarquait mon absence, et voyant que la caméra manquait, je serais en grand danger. Je décidai de prendre le risque. Je prenais mon manteau, le sac avec les preuves, et quittais l'appartement silencieusement. L'horloge du salon marquait 5h15 du matin. Les rues de Laval étaient encore désertes. L'air froid de fin octobre coupait mon visage. Je marchais rapidement, ignorant la douleur que je ressentais encore dans tout mon corps. Le commissariat le plus proche était à environ 15 pâtés de maison. Je pouvais prendre un bus, mais à cette heure, ils étaient rares, et je ne pouvais pas perdre de temps à attendre. En marchant, je répétais mentalement ce que je dirais. Comment expliquerais-je l'inimaginable? Comment mettrais-je en mots l'horreur que j'avais vécue? Et si on ne me croyait pas, si on pensait que c'était mon invention, une forme de vengeance contre ma mère et mon fiancé. Quand j'arrivais enfin au commissariat, j'étais essoufflé, et en sueur malgré le froid. L'officier de garde, un homme d'âge moyen avec des cernes profonds, me regardait avec suspicion. Puis-je vous aider, mademoiselle? Je prenais une profonde inspiration, rassemblant tout mon courage. J'ai besoin de signaler un crime, une agression contre moi. Il indiquait une chaise, et appelait un autre officier, un plus jeune. Je racontais mon histoire de la manière la plus claire et directe que je pouvais, sans omettre de détails, peu importe à quel point ils étaient douloureux. Leur visage passait de la méfiance initiale au choc, puis à une colère contenue. Et avez-vous des preuves de cela? Demandait le plus âgé. Quand je finissais mon récit, j'ouvrais mon sac, et sortais la caméra. Tout est là, dedans. Ils ont tout filmé. Voyez, l'officier plus jeune prenait la caméra soigneusement, comme si c'était quelque chose qui pourrait le contaminer. Nous devrons voir ça. Yes, répondais-je, ma voix se brisant.
Mais je ne veux pas être présente. Quand vous le regarderez. Ils acceptaient, et m'emmenaient dans une pièce séparée, où une officière était appelée pour enregistrer officiellement ma plainte, et de photographier à mes pessoas. Pendant ce temps, les deux officiers allaient visionner la bande dans la pièce adjacente. 20 minutes plus tard, l'officier plus âgé revenait. Son visage pâle, ses yeux durs comme des pierres. Madame, disait-il, sa voix contrôlée, nous allons arrêter ces personnes immédiatement. Voulez-vous nous accompagner, ou préférez-vous rester ici au commissariat? Une partie de moi voulait voir leur visage, quand la police arriverait. Je voulais être témoin du moment où ils réaliseraient que leur jeu était fini. Mais une autre partie, plus sensée, savait que ce serait trop traumatisant. Je préfère rester ici, répondais-je. J'ai compris. Nous allons envoyer une voiture de patrouille tout de suite. Y a-t-il quelqu'un d'autre dans l'appartement à part eux deux? Non, juste eux. Bien, ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Ils ne feront plus de mal à personne. Puis, je m'asseyais sur une chaise dure au commissariat, buvant le café faible que l'officière m'offrait, attendant des nouvelles. Le temps semblait s'étirer. Chaque minute durait une éternité. J'imaginais 1000 scénarios. Eux fuyant avant que la police n'arrive, résistant à l'arrestation. Niantou. Après ceux qui semblaient une éternité, j'entendais le bruit de voitures freinant brusquement dehors. Des voix élevées. Des portes claquantes. Je me levais instinctivement, me déplaçant vers la fenêtre. Je voyais, quand ils amenaient ma mère et Alain hors de la voiture de police, tous deux menottés, elle pleurant de manière incontrôlable, lui avec un visage impassible, comme si rien de tout cela n'était réel. Je ne ressentais pas ce que je m'attendais à ressentir. Ni joie, ni soulagement, ni satisfaction, juste un immense vide, comme si une partie de moi était morte cette nuit-là, et ne reviendrait jamais. L'officier plus âgé venait vers moi. Nous avons trouvé plus de bandes dans l'appartement. Beaucoup de bandes. Il semble qu'il faisait ça depuis un certain temps. Avec d'autres victimes. Votre fiancé a avoué qu'il vendait ce matériel. Votre mère prétend qu'elle était contrainte, qu'elle était sous l'influence de l'alcool et des drogues. Je n'étais pas surprise. C'était typique d'elle d'échapper à la responsabilité de ses propres actions. Que se passe-t-il maintenant? Demandai-je, soudain épuisé. Ils resteront en prison. L'affaire est grave. Il n'y a pas de caution. Avez-vous un endroit où aller? Un parent, un ami. Je secouai la tête négativement. Je n'avais personne. Toute ma famille était là. L'une arrêtée pour m'avoir agressé, l'autre pour avoir filmé et encouragé. Il y a des refuges pour les femmes victimes de violences, suggérait-il, avec une douceur inhabituelle pour un homme de cette époque. Je peux appeler les services sociaux. Ce ne sera pas nécessaire, répondais-je, une idée se formant dans mon esprit. Il y a une personne qui pourrait m'aider. Yantir. Je quittais le commissariat, me sentant étrangement légère, comme si un poids énorme avait été soulevé de mes épaules. Le soleil était déjà haut dans le ciel. Les gens circulaient dans les rues, inconscients du drame que j'avais vécu dans les dernières heures. Je prenais un bus pour la boulangerie, où je travaillais. Madame Claire Lambert, ma patronne, écarquillait les yeux quand elle me voyait entrer, la lèvre coupée, l'œil au beurre noir, la manière dont je me déplaçais avec difficulté. Mon Dieu, petite, que t'est-il arrivé? Entre larmes et sanglots, je racontais tout, je n'omettais rien, ne suivais pas les détails les plus sordides. Elle écoutait en silence, l'horreur grandissant sur son visage gentil. Quand je finissais, elle me serrait fort, ignorant les clients, attendant d'être servis. Restez ici. André, j'ai une petite pièce à l'arrière, où tu peux rester jusqu'à ce que tu te stabilises. Personne ne te fera plus de mal, je le promets. C'est gentil et inattendu. Venant de quelqu'un qui n'était même pas une parente, me faisait pleurer à nouveau, mais cette fois, c'était des larmes de soulagement, de gratitude, peut-être même d'espoir. Dans les jours qui suivaient, la nouvelle se répandait rapidement. Avocate et belle-mère arrêtée pour avoir abusé d'une jeune femme titrait le journal local. Mon nom n'était pas mentionné, grâce à Dieu, mais l'histoire était assez claire pour ceux qui connaissaient les personnes impliquées. Le procès était rapide. Selon les normes de l'époque, les preuves étaient irréfutables. Les bandes, mes plessuos, les témoignages d'autres victimes, qui étaient identifiées et avaient le courage de parler. Alain,
et ma mère était condamnée à plusieurs années de prison. Je n'allais jamais leur rendre visite. Pour moi, les deux étaient morts. L'argent de la vente de notre maison était judiciairement récupéré, et me revenait. Ce n'était pas une fortune, mais c'était assez pour recommencer ma vie. Je continuais à travailler à la boulangerie de Madame Claire pendant quelques mois de plus, vivant dans la petite pièce à l'arrière, économisant chaque sou. À la mi-1974, je prenais une décision drastique. Je devais quitter Laval. Il y avait trop de souvenirs là-bas. Trop de gens qui connaissaient mon histoire. Trop de regards de pitié qui me suivaient dans les rues. Je voulais un endroit où personne ne me connaissait, où je pouvais être juste André, pas la fille de cette terrible affaire. Morlaix, dans les montagnes de Finistère, semblait l'endroit parfait. Petit, touristique, avec des opportunités d'emploi, et assez loin de Laval pour me donner un nouveau départ. Utilisant l'argent que j'avais économisé, je louais un petit appartement près du centre, et commençais à chercher du travail. C'est Steinse, que je finissais serveuse au chalet breton, un restaurant traditionnel, qui servait des fondus, et autres plats typiques aux touristes. Le travail était dur, surtout les week-ends, et les saisons de vacances, mais il payait raisonnablement bien, et les pourboires complétaient mon revenu. Lentement, je reconstruisais ma vie, je me faisais des amitiés, apprenais à faire confiance à nouveau, pas complètement, jamais complètement, et même commençais à sourire de temps en temps. Les souvenirs de la nuit de terreur ne disparaissaient jamais complètement, mais ils devenaient plus distants, comme un cauchemar, qui perd de sa force avec le temps. C'était au chalet breton que je rencontrai Mathieu en juillet 1966. Il était de Caen, avocat comme Alain, mais aussi différent de lui. Que le jour laid de la nuit, il passait des vacances à Morlaix, et venait dîner au restaurant 3 soirs de suite, toujours assis dans ma section. Le 3e soir, il rassemblait son courage, et m'invitait à prendre un café après mon service. Je refusais poliment. La dernière chose que je voulais était de m'impliquer avec un autre homme, surtout un autre avocat. Il n'insistait pas, respectait ma décision, mais il revenait le lendemain soir, et le surlendemain, toujours doux, toujours respectueux. Progressivement, sa persistance douce brisait mes barrières. Juste un café, acceptais-je enfin. Après presque 2 semaines, rien de plus. Le café se transformait en promenade au bord du port, la promenade en film, le film en dîner. Quand ses vacances se terminaient, je pensais que je ne le reverrais jamais. À ma surprise, il revenait le week-end suivant, et le suivant, et encore le suivant. C'est presque 6 heures de route de Caen à ici, commentai-je, réellement perplexe par sa détermination. Pour toi, je conduirais beaucoup plus, répondait-il, avec cette simplicité honnête, qui était sa marque de fabrique. Il me fallait longtemps pour lui parler de mon passé. J'avais peur de sa réaction, peur de voir du dégoût, de la pitié, ou de l'incrédulité dans ses yeux. Quand je rassemblais enfin le courage, presque 1 an après notre rencontre, sa réponse me surprenait. Merci de me faire assez confiance pour partager ça, disait-il, tenant mes mains fermement. Je ne peux pas changer ce qui s'est passé. Je ne peux pas effacer cette douleur, mais je promets que, tant que je vivrai, je ferai tout pour que tu ne te sentes plus jamais vulnérable, plus jamais effrayé. Je me mariai avec Mathieu en décembre 1977, dans une cérémonie simple dans une petite église à Morlaix. Madame Claire Lambert venait de Laval pour être ma témoin. Je n'avais pas d'autre invité de mon côté. Toute ma famille était morte pour moi, littéralement ou figurativement. Nous déménagions à Caen, où Mathieu avait son cabinet d'avocat. M'adapter à la grande ville était difficile au début, mais il était patient, me donnant le temps et l'espace pour m'habituer. Il ne me pressait jamais de travailler hors de la maison, bien que je choisisse finalement de le faire, ouvrant une petite pâtisserie inspirée des douceurs que j'avais appris à faire à Morlaix. Notre premier fils, Antoine, né en 1978, portait le nom de mon père. 3 autres suivaient, Paul, Rebecca et Luc. J'élevais mes enfants avec l'amour et la protection que je n'avais pas reçue dans la phase finale de mon enfance. Je n'ai jamais levé la main sur eux, jamais utilisé de mots durs, jamais fait en sorte qu'ils se sentent moins que les personnes extraordinaires qu'ils sont. Mathieu était le compagnon que je n'avais jamais rêvé d'avoir, patient dans les moments où les cauchemars revenaient, compréhensif,
quand certains déclencheurs me faisaient me replier sur moi-même, ferme, quand j'avais besoin de force pour continuer. Notre mariage n'était pas parfait, quel mariage l'est, mais il était construit sur des fondations solides de respect, d'honnêteté et d'amour véritable. Je n'ai jamais repris contact avec ma mère. Ou Alain. J'ai appris, par hasard, qu'elle était morte en prison, en 1982, d'une pneumonie. Je ne ressentais rien, ni colère, ni tristesse, ni soulagement. C'était comme entendre parler de la mort d'une étrangère. Quant à Alain, je ne sais même pas s'il est encore en vie. Ça n'a pas d'importance. Il n'a plus de pouvoir sur moi, sur ma vie, sur ma capacité à être heureuse. La cicatrice de cette nuit d'octobre ne disparaissait jamais complètement. Il y a des moments, même maintenant, tant de décennies plus tard, où une odeur, un son, une image me ramène brièvement dans cette pièce sombre. Mais j'ai appris à vivre avec ces souvenirs, sans les laisser définir qui je suis. Je suis André, je suis épouse, mère, grand-mère, je suis une survivante. Et chaque jour, que je me réveille à côté de l'homme, qui m'a appris à faire confiance à nouveau, à chaque sourire de mes enfants et petits-enfants, à chaque petite joie de la vie quotidienne, je gagne à nouveau sur cette terrible nuit. La revanche la plus douce n'était pas de voir mes agresseurs derrière les barreaux, c'était de construire une vie pleine, heureuse et significative malgré ce qu'ils ont essayé de me prendre. Et c'est là, Mesquers, est la plus grande victoire que quiconque puisse atteindre. Le temps est le maître de toutes choses. Mesquer, il guérit, transforme, adoucit les bords les plus rugueux de notre douleur. Bien sûr, certaines blessures sont si profondes qu'elles ne guérissent jamais complètement. Nous apprenons juste à vivre avec elles, comme de vieux compagnons sur notre chemin. Quand m'a accueilli comme une mère, que je n'ai jamais vraiment eue, la grande ville, bruyante, chaotique, devenait mon refuge, mon nouveau départ. Personne là-bas ne connaissait mon passé. Personne ne me regardait avec ce mélange de pitié et de curiosité morbide qui me dérangeait tant à l'aval. J'étais juste André, l'épouse de Maître Mathieu. Plus tard, la mère d'Antoine, Paul, Rebecca et Luc. Les premières années, je confesse que je vivais dans un état d'alerte constant. Chaque homme en costume, qui ressemblait vaguement à Alain, me faisait me figer au milieu de la rue. Chaque nouvelle sur des criminels sortant de prison me gardait éveillé la nuit, imaginant s'ils viendraient après moi. Mathieu remarquait cette peur, sans que j'aie besoin de la verbaliser, et faisait un point d'honneur à vérifier périodiquement le statut légal d'Alain, m'assurant qu'il restait en prison, loin de nous. Il ne te fera plus jamais de mal, répétait Mathieu, chaque fois que je me réveillais en criant après un cauchemar. Je suis là, je serai toujours là. Et il l'était vraiment, toujours à mes côtés, au rendez-vous chez la psychologue, que je commençais enfin à voir en 1980, après que les cauchemars devenaient si intenses, qu'ils affectaient ma capacité à m'occuper du petit Antoine, toujours en me soutenant, quand je décidais d'ouvrir ma pâtisserie, même si cela signifiait moins de temps à la maison, toujours respectant mes limites dans l'intimité, comprenant qu'il y avait des jours où je ne pouvais simplement pas supporter d'être touché, même par lui. La thérapie était un tournant dans ma vie. Dr. Hélène Vasseur, une dame d'âge moyen aux yeux doux et à la voix ferme, m'aidait à traiter le traumatisme d'une manière que je n'imaginais jamais possible. C'est qui t'est arrivé était terrible, André, me disait-elle à la première séance, mais ce n'est pas qui tu es, c'est quelque chose qui t'est arrivé, pas quelque chose qui te définit. Il me fallait des années pour vraiment intérioriser ces mots, pour séparer André de l'événement traumatique, pour comprendre que je n'étais pas la fille qui avait été abusée par sa mère et son fiancé, mais plutôt André, femme, épouse, mère, pâtissière, personne complète avec des rêves, des désirs, des talents et des défauts comme tout le monde. La pâtisserie Les Débuts Sucrés ouvrait ses portes en 1983, dans un petit espace loué dans le quartier Vaucelles. Je commençais modestement, juste moi et une assistante, faisant des gâteaux et des desserts fins pour des fêtes. Au début, mes clients étaient principalement les amis de Mathieu et leurs épouses, qui commandaient par gentillesse ou curiosité. Mais bientôt, la qualité de mon travail commençait à parler d'elle-même, et l'entreprise grandissait organiquement. Travailler avec les douceurs avait quelque chose de thérapeutique pour moi. La précision des recettes, la concentration requise,
la transformation d'ingrédients simples en créations belles et délicieuses. Tout cela manquerait dans le présent, m'empêchait de me perdre dans les souvenirs du passé. Et, bien sûr, il y avait la joie sincère sur le visage des gens, lorsqu'ils goûtaient mes douceurs. Surtout les enfants, il n'y a pas de tristesse qui résiste à une bonne truffe au chocolat, disais-je souvent, et je le croyais vraiment. En 1984, quand Luke, mon plus jeune, naissait, la pâtisserie s'était déjà agrandie dans un espace plus grand, et comptait 5 employés. Équilibrer la maternité de 4 enfants, avec une entreprise en croissance n'était pas facile, mais Mathieu était toujours un père présent. Quelque chose de rare pour cette époque, nous sommes partenaires, disait-il. Ta lutte est ma lutte, ta joie est ma joie. C'était cette même année que je recevais une lettre qui changerait à nouveau le cours de ma vie. L'enveloppe portait le cachet du système pénitentiaire, et mon premier instinct était de la jeter sans l'ouvrir. Mais quelque chose me faisait hésiter, et je finissais par lire son contenu. C'était une notification officielle. Alain était mort en prison. Victime d'une crise cardiaque, je ne ressentais ni joie, ni revanche satisfait, ni même un soulagement immédiat. Ce que je ressentais était plus comme la fermeture d'un chapitre, la conclusion d'une histoire, qui n'avait plus de pouvoir sur moi. Je montrai la lettre à Mathieu, et à Dr. Hélène lors de ma prochaine séance de thérapie. Que veux-tu faire de cette information? Demandait Dr. Hélène. Toujours direct. Rien, répondais-je. Après avoir réfléchi un instant, il n'a plus de place dans ma vie depuis longtemps. Et c'était vrai, à un moment, entre élever mes enfants, développer mon entreprise, et construire une vie pleine avec Mathieu, Alain était devenu juste un fantôme lointain, sans substance, sans pouvoir. Les années 1990 arrivaient, apportant des changements à notre famille. Antoine, mon aîné, entrait à la faculté de droit, suivant les traces de son père. Paul choisissait l'ingénierie, Rebecca la médecine, et Luc, toujours l'artiste de la famille, optait pour l'architecture. Les voir grandir, faute, confiance, cherchant leur propre chemin, était ma plus grande joie, et aussi ma plus grande victoire sur le passé. Tu as élevé des enfants merveilleux, commentait ma belle-mère, Madame Constance Joly, lors de la fête de remise de diplôme d'Antoine, en 1997, nous les avons élevés, corrigeai-je, regardant affectueusement Mathieu. Chaque réussite d'eux a un peu de nous deux. La pâtisserie, qui avait commencé si petite, se transformait en un réseau avec 3 unités réparties dans Caen. Je ne voulais jamais trop m'agrandir, préférant maintenir le contrôle de qualité et la touche personnelle, qui avait toujours été notre marque de fabrique. Je testais encore personnellement chaque nouvelle recette, faisais un point d'honneur à connaître chaque employé par son nom, m'émouvais encore quand les clients revenaient dire que nos douceurs avaient rendu leurs moments spéciaux encore plus mémorables. En 1999, à 41 ans, je devenais grand-mère pour la première fois. Marie, fille d'Antoine, et de sa femme, Carla Bisset, naissait par un matin ensoleillé d'avril. Tenir ce petit paquet de 2 kilos dans mes bras, sentir son odeur de bébé, voir dans ses petits yeux curieux l'avenir se déployer, était une émotion indescriptible. Mamie, murmurai-je, testant le titre à voix haute pour la première fois. Mamie André, comme cela sonnait différemment de la mamie Irène, que ma mère n'avait jamais eu l'occasion d'être, comme cela portait un autre poids, une autre signification, une autre promesse. Je me promettais à ce moment que je serais pour Marie, et pour tous les petits-enfants, qui viendraient plus tard, l'opposé de ceux que ma mère avait été pour moi. Je serais un refuge sûr, pas une menace. Je serais un amour inconditionnel, pas une manipulation. Je serais une protection, pas un danger. Dans les années qui suivaient, notre famille continuait de grandir. Plus de petits-enfants arrivaient. Jean, Béatrice, Lucas, Sophie, Pierre et Gustave, chacun apportant sa propre lumière, sa propre saveur à notre vie. Mathieu et moi nous délections à les gâter, à les voir grandir, à participer à leur vie d'une manière que nos emplois n'avaient pas toujours permis avec nos propres enfants. En 2010, à 52 ans, je décidai de m'éloigner progressivement de l'administration quotidienne de la pâtisserie, Riebazza, qui avait surpris tout le monde en abandonnant la médecine en 3e année, pour étudier les arts culinaires, prenait les rênes de l'entreprise avec compétence
et passion. J'ai appris des meilleurs, disait-elle, me remplissant de fierté. Mathieu commençait aussi à réduire sa charge de travail au cabinet d'avocat, passant plus d'affaires à Antoine, qui était devenu son associé. Nous commencions à voyager plus, visitant des endroits dont nous avions toujours rêvé. Paris, Rome, Lisbonne, New York. Chaque voyage était une aventure, une célébration de la liberté que nous avions conquise, de la vie que nous avions construite ensemble. C'était pendant notre voyage au Portugal en 2012 que Mathieu avait le premier avertissement. Un malaise soudain pendant une promenade à Lisbonne, une oppression dans la poitrine, qu'il essayait de cacher, mais qui m'alarmait immédiatement. Nous rentrions précipitamment en France, directement pour une batterie d'examens. Le diagnostic venait comme un coup de poing à l'estomac. Maladie coronarienne avancée. Il devrait subir une chirurgie de pontage dès que possible. Ne t'inquiète pas, essaya-t-il de me calmer. Voyant la terreur dans mes yeux. Nous avons affronté des choses pires ensemble. Zan. La chirurgie était un succès. Grâce à Dieu. Mais la récupération était longue. Et difficile. Pour la première fois dans notre mariage. Les rôles étaient complètement inversés. Maintenant c'était moi qui devais être le refuge sûr, la force inébranlable. Je m'occupais de lui avec tout l'amour et le dévouement qu'il m'avait toujours donné. J'apprenais sur les médicaments, les régimes spéciaux, les exercices recommandés. Je transformais notre maison pour faciliter sa récupération. J'étais à ses côtés à chaque consultation, chaque examen, chaque petite victoire sur le chemin de la réhabilitation. Tu es mon ange gardien, disait-il, tenant ma main pendant une séance de physiothérapie. Je rends juste l'appareil, répondais-je, sachant que je ne pourrais jamais complètement rembourser tout ce qu'il avait fait pour moi. Mathieu se rétablissait, mais il n'était plus jamais le même. Il devenait plus fragile, plus contemplatif, plus conscient de la finitude de la vie. Nous décidions qu'il était temps de profiter pleinement de chaque moment que nous avions ensemble. Nous vendions notre grande maison dans le quartier Vaucelles, où nous avions élevé nos enfants, et achetions un appartement plus petit, plus facile à entretenir. Nous commencions à diviser notre temps entre cas et une petite ferme à Avranches, où nous plantions nos propres légumes. Et fruits, recevions les petits-enfants, les week-ends, et regardions des couchers de soleil à couper le souffle. En 2017, nous célébrions nos noces de rubis, 40 ans de mariage. La fête, organisée par nos enfants, réunissait familles, amis, anciens employés, des friends, qui avaient croisé notre chemin au fil des décennies. C'était une célébration non seulement de notre amour, mais de la vie que nous avions construite ensemble, des obstacles que nous avions surmontés, de la famille que nous avions créée. Si je pouvais revenir en arrière, me disait Mathieu, pendant notre danse, je t'épouserais 1000 fois encore. En le regardant, les rides qui encadraient ses yeux doux, les cheveux maintenant complètement blancs, le sourire qui faisait encore battre mon cœur. Yes, a voice, que je dirais la même chose. Malgré tout, malgré le début traumatique de ma vie adulte, j'avais fini par être plus chanceuse en amour que je n'avais jamais imaginé mériter. En 2020, au début de la pandémie, qui isolait le monde, je perdais Mathieu, pas à cause du virus qui hantait le monde, mais d'une deuxième crise cardiaque. Fatale cette fois, nous étions à la ferme, plantant des fraises qu'il ne verrait jamais pousser, quand il tombait simplement à mes côtés, sans avertissement, sans chance de dire au revoir. La douleur de la perte était écrasante, différente de toute autre que j'avais jamais vécue. Ce n'était pas la douleur aiguë de la trahison, ni l'horreur de l'abus, ni le vide du rejet, c'était une douleur d'amputation, comme si la moitié de moi avait été soudainement arrachée, laissant un espace que rien ne remplirait jamais. L'isolement de la pandémie rendait le deuil encore plus difficile. Je ne pouvais pas avoir les funérailles que Mathieu méritait, ne pouvais pas être entouré par tous ceux qu'il aimait, ne pouvais pas sentir le réconfort de la présence physique de ma famille élargie. Juste des funérailles petites, précipitées, avec des masques cachant les larmes, la distanciation sociale empêchant le réconfort du toucher, mais même dans la douleur la plus profonde, même dans l'absence la plus aiguë, je trouvais de la force dans la vie que nous avions construite ensemble, dans les enfants que nous avions élevés, dans les petits-enfants que nous adorions, dans l'héritage d'amour et de respect que Mathieu laissait derrière lui.
Aujourd'hui, à 67 ans, je regarde en arrière et vois une vie. Quay, malgré son début traumatique, était riche en amour. But, sense. La fille effrayée de Laval s'est transformée en une femme forte, une épouse aimée, une mère et grand-mère dévouée. Une femme d'affaires couronnée de succès, la douleur du passé n'a jamais complètement disparu. Certaines blessures sont trop profondes pour guérir totalement, mais j'ai appris à porter cette douleur sans la laisser me définir, sans permettre qu'elle assombrisse les nombreuses joies que la vie m'a données. S'il y a une leçon que j'aimerais laisser avec vous, mes chers spectateurs, peu importe à quel point la nuit semble sombre, le soleil se lève toujours à nouveau. Peu importe à quelle profondeur est la blessure, la guérison est possible. Peu importe à quel point la trahison est dévastatrice, le véritable amour existe encore dans le monde. Chacun de vous a sa propre histoire, ses propres douleurs, ses propres défis. Peut-être que certains d'entre vous traversent des moments aussi difficiles que ceux que j'ai affrontés. Peut-être pensez-vous qu'il n'y a pas d'issue, que l'obscurité est permanente, mais croyez cette mamie, qui a tout vu dans cette vie, il y a toujours un chemin vers l'avant, toujours une possibilité de recommencer, toujours une chance de construire quelque chose de beau à partir des ruines. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais demander une petite faveur du cœur. Si mon histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, si elle a apporté un peu de réconfort, un peu d'espoir, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Cela aide grandement à porter ce message à plus de gens qui pourraient avoir besoin d'entendre qu'ils ne sont pas seuls dans leur lutte. Comme mon Mathieu disait souvent, la vie n'est pas une question d'attendre que l'orage passe, c'est apprendre à danser sous la pluie. Messers, malgré toutes les tempêtes, j'ai appris à danser. Vous le pouvez aussi. Une étreinte affectueuse de cette mamie qui soutient chacun de vous. Jusqu'à la prochaine vidéo, si Dieu le veut.